Bon, mais bienvenue tout le monde. Cet après-midi d'exposé, là, en fait, il reste un exposé pour l'école Langland du CRM. Donc, sans plus tarder, en fait, on va continuer. On a terminé le cours numéro 1 de professeur Benjou avec beaucoup de questions. On a étiré ça jusqu'à la toute fin, donc on pourra en reposer à la fin de cette lecture numéro 2. Donc, sans plus tarder, ben, le, en anglais, on dit the floor is all yours. En français, je ne sais pas trop, là, la voix est à vous. Monsieur Belgique. Si. Euh, donc, on a parlé un petit peu de motivation pour l'apprentissage automatique, pour l'apprentissage profond. On a parlé du fléau de la dimensionnalité, du fait d'ajouter des hypothèses sur la nature sous-jacente de ce qu'on modélise avec l'apprentissage pour pouvoir généraliser. En fait, il y a d'autres résultats, beaucoup de résultats théoriques qui vont dans ce sens. Le plus célèbre, là, c'est un qui s'appelle le No Free Lunch Theorem for Machine Learning, qui dit grosso modo la même chose, là, que il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage universel, dans le sens que pour n'importe quel algorithme d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a comme des préférences implicites dans l'espace des fonctions qu'il va apprendre. Et si on est malchanceux puis que la fonction qu'on veut apprendre est plutôt dans ceux qui ne sont pas préférés, ben ça ne va pas se passer bien. Donc, il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage qui domine tous les autres sur tout l'espace des fonctions. Évidemment, ça a l'air un peu négatif comme résultat, mais nous, on ne s'intéresse pas à l'espace de toutes les fonctions, on s'intéresse juste à, un peu comme l'évolution l'a faite pour développer l'algorithme d'apprentissage qui est dans notre tête, à des algorithmes d'apprentissage qui marchent bien pour le monde qui nous entoure, l'univers physique tel qu'on le connaît, et qui a des structures, hein, le temps, l'espace et tout ça, c'est pas rien, ça. Donc, c'est correct. Alors, là, on va commencer avec des notions de plus le côté optimisation. Donc, j'ai pas vraiment glissé de mots, mais qui est un des axes importants de la recherche en apprentissage automatique et du côté théorique en particulier. Parce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est on peut faire de end-to-end learning, on définit un objectif, une classe de fonction, bang, on donne ça à manger à un algorithme d'optimisation. Mais dans les faits, là, on fait de l'informatique, on a des moyens de calcul limités et donc c'est important de trouver des algorithmes qui vont être efficaces en temps de calcul. Si on avait un temps infini, on pourrait comme essayer toutes les configurations possibles des paramètres, puis bingo, on trouve celle qui minimise. Mais il y a des enjeux de tractabilité, genre, est-ce que notre algorithme va prendre un temps exponentiel pour trouver une bonne solution? Alors, il y a des résultats, par exemple, qui montrent que pour des problèmes d'optimisation non convexe, a priori, si on ne sait rien d'autre, il peut y avoir un nombre exponentiel de minima locaux, puis il faut toutes les essayer, donc ça prend un temps de calcul exponentiel. Donc, c'est bad news, là, a priori. Comme pour la généralisation. Fait que la généralisation, c'est à la base intractable. Je veux dire, c'est comme pas faisable à moins d'ajouter des choses et d'être chanceux. Puis même chose pour l'optimisation. Les deux mamelles de l'apprentissage automatique, si on peut dire, c'est la généralisation et l'optimisation. Et les deux sont tough. OK. Mais ça, c'est les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un algorithme hyper simple, tellement simple que pendant des décennies, les gens disaient oui, mais ça ne peut pas qu'on arrive à faire de quoi avec juste ça, là. Ça s'appelle la descente de gradient stochastique en anglais, Stochastic Gradient Descent. C'est tellement bébé là que tu te dis oui, mais il doit y avoir mieux. Puis, en fait, ben, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Okay, fait que je vais expliquer un petit peu ça. Fait que c'est quoi, premièrement, le SGD, là, Stochastic Gradient Descent? Donc, vous vous rappelez, on cherche à minimiser une espérance, qui est l'erreur de généralisation. Donc, on ne peut pas directement minimiser cette intégrale-là, mais on peut avoir des échantillons Monte Carlo de cette intégrale. Par exemple, on peut avoir des exemples d'apprentissage qui sont tirés de la distribution d'où viennent les exemples. Parce que cette intégrale, c'est une espérance. Donc, si on peut tirer de cette espérance, puis on suppose qu'on peut, puisque c'est ça l'idée de l'apprentissage automatique, on nous donne non pas une distribution, mais on donne la possibilité d'avoir des échantillons de cette distribution. Donc, on a comme du Monte Carlo gratuit. Fait que, on peut obtenir des exemples, puis là,
si on prend un certain nombre fini de ces exemples-là, et qu'on calcule le gradient de notre fonction objectif, si on mettons qu'on puisse le calculer, on va revenir là-dessus, on a ce qu'on appelle un estimateur non biaisé du gradient, parce que une moyenne d'une moyenne sur des exemples tirés IID, c'est en espérance égale à l'espérance des éléments. Donc, l'espérance du gradient stochastique, c'est celui qu'on obtient sur un nombre fini d'exemples, c'est l'espérance du gradient, là, en supposant qu'on puisse intervertir les sommes et les espérances. Donc, si on prend des exemples et on s'en sert pour mettre à jour nos paramètres en allant dans la direction du gradient pour ces exemples-là, on va en moyenne dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose relativement évidente. Mais il y a des résultats beaucoup plus puissants sur la SGD. Je ne ferai pas le tour de la littérature, mais donc, il y a des résultats de convergence aussi. Ça nous dit que si on applique la formule qui est là, c'est-à-dire on fait un pas là, avec un coefficient alpha, ou lambda ici, c'est quoi ça? Ah non, OK, lambda, c'est autre chose. Oubliez lambda pour l'instant, c'est le coefficient alpha, c'est juste par quoi on multiplie le gradient stochastique pour modifier nos paramètres. Si alpha est suffisamment petit, cet algorithme va se descendre vers le minimum, mais à un moment donné, il va rester stochastique et comme orbiter autour du minimum de manière aléatoire. Et si on permet à alpha de diminuer à une vitesse raisonnable, mais là, on a convergence carrément vers un minimum local. Donc là, on va oublier les minima globaux en général, hein, avec du machine learning pas trivial, pas convexe. Donc, comme les réseaux de neurones, on va déjà être content de trouver un minimum local. Mais la good news qu'il n'était pas prévu nécessairement ni envisagé dans les années 80, quand tu commençais tout ça, c'est il y a un certain nombre de travaux, évidemment empiriques d'abord, depuis longtemps, mais et théoriques aussi, qui suggèrent que non seulement la SGD va converger assez bien, assez facilement, mais il va trouver un minimum qui est pas pire, pas loin du minimum global dans le sens de son niveau de la fonction objectif est bon. Et ça, c'est pas vrai tout le temps, mais c'est généralement assez vrai avec une forte probabilité dans les espaces en haute dimension, qui est justement ce qu'on veut. Parce que d'ailleurs, les gens qui font de l'optimisation, si on leur dit « Ah, je vais optimiser dans un espace avec 100 millions de paramètres », ils vont dire « Wow, ça ne marchera pas, mon ami. Là, on n'a pas d'algorithme qui peuvent faire ça en temps linéaire dans le nombre de paramètres. » Ben, expérimentalement, je veux dire, on fait des expériences avec par simulation de l'ordinateur, on entraîne des réseaux de neurones. On peut entraîner des réseaux de neurones sur 100 millions d'exemples avec 100 millions de paramètres. Déjà, ça viole les idées sur la théorie dont je vous ai parlé tantôt, mais en plus de ça, ça converge très vite. On n'a pas besoin de faire 100 millions d'itérations. Une itération, ça suffit. 10, mettons, si tu veux faire ça bien. Fait que, il se passe des choses amusantes. Donc, cet algorithme de descente de gradient, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour beaucoup de chercheurs là, avec des bagages mathématiques. OK, donc, juste pour être plus clair, là en bas, on a des choses. On a une fonction de perte L. Dans le cas de l'apprentissage supervisé, mais tout généralise à l'apprentissage non supervisé, mais là, c'est plus simple à comprendre. On a des entrées X, puis on a des Y qu'on voudrait que notre fonction F atteigne, des cibles, des labels, etc. Donc, L, ça peut être comme la distance euclidienne ou des choses plus sophistiquées, mais grosso modo, on veut que F soit proche de Y. Et là, on a des paires XY qui viennent de nos données. On calcule la dérivée de L par rapport au paramètre θ. Et on peut prendre juste un exemple. Un exemple, ça suffit. On peut prendre un exemple à la fois. Puis, en fait, si ce n'était pas des avantages computationnels de pouvoir paralléliser les calculs, par exemple sur les GPU, où on peut faire genre 1000 en même temps, la convergence la plus rapide est obtenue en faisant
SGD avec un exemple à la fois. Il y a plus de bruit, mais finalement, on a plus pour notre argent en termes de progrès qu'on va faire par calcul dépensé. Là, ici, il parle de régulariseur. Ça, c'est un sujet dont je n'ai pas parlé encore, mais de manière très commune, on ne va pas minimiser juste la moyenne des erreurs sur tous les exemples, mais on va introduire des préférences dans l'espace des fonctions. Par exemple, on va peut-être préférer des fonctions pour lesquelles θ est petit. Mettons sa norme 2 est petite. Donc, généralement, on va minimiser la somme de l'erreur empirique plus un régulariseur. Voilà. Il faut, évidemment, on fait de l'optimisation itérative, donc il faut aussi une méthode d'initialisation et c'est à donner que une des avancées des premières années de l'apprentissage profond, c'était de réfléchir à comment on va initialiser, puis ça peut permettre de vraiment aider à accélérer l'entraînement. Bon. Pourquoi utiliser le gradient, puis qu'est-ce que ça implique? Donc, le gradient, c'est la dérivée de notre fonction scalaire objective qu'on veut minimiser ou maximiser par rapport aux paramètres. Et c'est aussi la direction dans l'espace des paramètres dans laquelle on va avoir the greatest bang for the buck, c'est-à-dire le plus de gains sur notre objectif pour le plus petit changement dans les paramètres. Alors, c'est sympathique parce qu'on ne veut pas trop changer les paramètres. Et il y a plusieurs raisons pour on ne veut pas trop les changer. Il y en a une, on veut des paramètres petits parce que ça permet de minimiser la capacité, qui est une bonne chose. Si on peut fitter les données avec des plus petits changements sur les paramètres, donc sur des plus petits paramètres, c'est bien. L'autre raison, c'est un peu plus subtil. Comme on fait du gradient stochastique, on a déjà fait des mises à jour des paramètres pour tous les exemples qu'on a déjà vus. Puis là, il y a un nouvel exemple qui arrive. On ne veut pas que ça casse complètement ce qu'on avait réussi à apprendre. Donc, on veut faire le plus petit changement pour être le plus compatible avec ce qu'on avait déjà trouvé comme solution, mais qui nous fait améliorer les choses pour ce nouvel exemple. Donc, le gradient nous donne toutes ses propriétés. Puis, des fois, on n'est pas capable de calculer le gradient ou bien on est juste trop paresseux, puis on va estimer le gradient avec genre des différences finies, soit dans des directions aléatoires ou des directions choisies de manière déterministe. Mais ça, c'est beaucoup moins bien. Juste pour se convaincre de ça, bon, à la limite, quand epsilon tend vers 0, c'est la même chose. Le problème, c'est que là, il faut décider dans quelle direction on veut faire une différence finie. Puis, à une dimension, ça ne change rien. Mais n'oublions pas qu'on est dans un espace avec 1 million ou 100 millions de dimensions. Fait que, si je dois répéter 1 million de fois, j'essaye telle direction, voir combien ça me donne pour essayer de trouver quelles sont les bonnes directions, ça va coûter cher. En fait, ça va coûter ordre de n carré plutôt que ordre de n, où n est le nombre de paramètres. Donc, normalement, si on a de l'ordre de n paramètres, les calculs pour calculer la perte, ça va être aussi de l'ordre de n. Et on peut montrer que ça prend aussi le même ordre de grandeur pour calculer la dérivée. Pour tout calcul qu'on peut faire raisonnable, si ça prend un certain nombre d'opérations pour calculer la fonction qui nous intéresse, calculer les dérivées à travers de cette fonction, c'est le même nombre d'opérations essentiellement. Ou en tout cas, fois une constante. Donc, calculer les gradients si c'est différentiable, c'est facile et ça ne coûte pas cher en calcul. Et c'est beaucoup plus efficace que calculer toutes sortes de trucs de différence finie. Puis encore mieux que ça, parce qu'à un moment donné, quand notre famille de fonctions est compliquée, là, on a un réseau de neurones compliqué, figurer à la main la formule pour des dérivés, ça peut être gossant et les gens vont faire des erreurs. Mieux que ça, on peut utiliser des méthodes de calcul symboliques pour faire la différenciation automatique, comme ça existe dans Mathematica, Maple et tout ça. Et il y a différentes manières de faire ça. Il y a des algorithmes pour ça. Et en fait, à l'Université de Montréal, on est des pionniers là-dedans avec un logiciel au début des années 2000 qui s'appelle Theano, qui
qui fait ça. Et les logiciels modernes utilisés pour le deep learning, là, PyTorch et TensorFlow, font aussi différentes formes de différenciation automatique. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir à écrire nous-mêmes le code qui calcule les dérivés. On fait juste écrire le code qui calcule les fonctions de perte et donc la paramétrisation des fonctions et ça suffit. Donc, ça rend vraiment facile d'explorer les nouvelles architectures. On écrit la formule de ce qu'on veut comme famille de fonctions ou comme fonction de perte et bingo, on appuie sur un Python et on a un SGD qui roule. Maintenant, quel genre de fonction objective on aimerait explorer? Il y en a beaucoup qui sont utilisés, mais une très grande partie rentre dans des variantes de maximum de vraisemblance. C'est-à-dire, on a des données, puis on va interpréter les fonctions qui sont calculées par notre système comme des estimateurs de probabilité. Par exemple, la probabilité conditionnelle d'une catégorie étant donnée une image. Et ensuite, on va modifier les paramètres dans la direction qui maximise la probabilité de ce que les données nous disent. Ça peut être une probabilité conditionnelle ou une probabilité jointe, n'importe quoi. Donc ça, c'est le principe général. C'est assez standard en statistique. Donc, on applique à peu près les mêmes recettes. Le détail n'est pas très important. Je creuse un peu quand même, mais rapidement. Donc, très souvent, en apprentissage automatique, on veut estimer des probabilités conditionnelles. Une manière de concevoir ça, c'est que notre réseau de neurones va calculer les paramètres d'une distribution paramétrique sur la variable de sortie Y à partir de l'entrée X. Donc, comme dans la formule qu'on voit en haut à droite. Là. Donc ça marche dans plein de cas. Notre réseau de neurones prend, mettons, une image, puis un cas super simple, comme la classification en bas, il output une probabilité pour chacune des catégories d'images. Bon, donc ça, c'est une distribution catégorielle. Si on a des nombres réels, par exemple, ben, il pourrait produire une espérance et une variance, déviation standard, qui sont les paramètres d'une loi normale. Et après, ben, on applique la moulinette du maximum de vraisemblance, par exemple. Oui, on va minimiser moins la log probabilité, parce qu'en général, on aime bien en machine learning minimiser plutôt que maximiser. Là, je ne sais pas pourquoi. C'est une tradition. Donc, le moins, c'est ça. Le log, c'est parce que ça, c'est pour un exemple. Puis si on a 1000 exemples, ben, on veut la probabilité jointe sur les 1000 exemples. S'ils sont tirés ID, ça veut dire que la probabilité jointe sur les 1000 exemples se décompose séparément le produit des probabilités sur chacun des exemples. Et en log, ça devient une somme. Donc, c'est pratique parce qu'on veut s'intéresser avec le gradient stochastique à des sommes, des espérances. Et c'est exactement ce qu'on obtient si on prend comme critère moins log probabilité comme fonction objective. Puis là, on voit que dans le cas de la normale, en fait, ça ressemble aussi au critère d'erreur quadratique pour la régression. Il y a des liens entre toutes ces affaires-là, évidemment, qui sont bien connus. Si on a pas seulement une variable à prédire, mais un paquet, mettons Y1, YK comme dans l'équation, ça peut devenir plus compliqué, mais aussi intéressant. Le plus simple, c'est de supposer que les Y1 et YK sont indépendants entre eux. Ben, du coup, on va juste comme prédire les probabilités pour chacune de ces variables, puis on va juste additionner les log probabilités pour obtenir la log vraisemblance totale. Donc, c'est facile. Si, par contre, ils ne sont pas indépendants, ben, on peut utiliser des modèles, disons, qui captent la jointe. Donc, comment faire ça? Il y a beaucoup de manières. Quand on va parler d'apprentissage non supervisé tantôt, vous allez voir qu'il y en a plein, mais la plus simple, c'est la méthode autorégressive où on va prédire la IM étant donné ceux qui précèdent. Donc, mettons, on prédit Y1, ensuite on prédit Y2 étant donné Y1, et tout ça étant donné X. Ensuite, Y3 étant donné Y1, Y2, etc., etc. Puis, si vous faites le calcul, vous voyez que ça capte la jointe sans aucune
contrainte, aucune hypothèse. Par contre, ça veut dire que le calcul et les prédictions sont séquentielles, ce qui peut être ralentir les choses. OK. Maintenant, je parle d'une architecture particulière. Donc, je vous ai dit, dans les réseaux de neurones, il y a l'optimisation, il y a l'algorithme d'optimisation, puis là, je vous ai donné le plus simple de tous, et il y a des variantes, mais pour l'instant, ça vous suffit. Il y a les fonctions objectives, je vous ai donné la plus commune, l'axiome de vraisemblance. Et puis, il y a des architectures. Puis, je vous ai montré des exemples avec des dessins. Là, sur les images, on utilise ce qu'on appelle des réseaux à convolution le plus souvent. Que je vais vous expliquer ça là. Dans le fond, on va juste modifier un peu la structure du réseau de neurones. Tout le reste, fonction objective, l'algorithme d'entraînement, tout ça reste la même chose. Et on les appelle des réseaux à convolution parce qu'au lieu d'envisager le calcul qui est fait comme ce que je vous avais montré tantôt, là, où il y avait un produit scalaire qui est donc, quand il y a plusieurs neurones, ça devient un produit de matrice vecteur. Ou si on regarde un paquet d'exemples ensemble, ça fait produit, matrice, matrice. Donc, les calculs de base dans les réseaux de neurones, c'est des opérations vectorielles, là. Matrice, vecteur, matrice, matrice. Mais dans le cas où il y a des images ou du son, il y a une structure convolutionnelle qu'on va pouvoir exploiter. Tout simplement, tout ce qui était multiplication de matrice devient convolution, ce qui est quelque chose qu'on sait faire aussi en mathématiques et en informatique. Et pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer. Donc ça donne ce genre d'architecture. Donc, je vous rappelle la spécificité des réseaux à convolution, c'est que on va structurer l'architecture en différentes features, différentes fonctions qui calculent différentes fonctions à différents endroits, mais on va pouvoir calculer la même fonction à différents endroits. Et ça, ben, dans le cas linéaire, là, dans le cas des fonctions linéaires, c'est des convolutions ou des autocorrélations, des choses de la famille des convolutions. Donc, n'oublions pas que les opérations mathématiques dans les réseaux de neurones, en gros, c'est une composition de transformations affines et de ces non-linéarités fixes. Donc là, ben, simplement, la transformation affine, elle vient modifier pour devenir une convolution qui a moins de paramètres libres parce qu'on va réutiliser les mêmes. Si vous mettez une convolution dans une matrice, en fait, vous allez voir qu'une convolution, c'est une matrice spéciale qui a les mêmes coefficients à plein de places parce que c'est la même fonction qu'on veut calculer à différents endroits. Donc, c'est là que ça vient. En plus de cette idée-là, qui, soit dit en passant, nous achète une équivariance, une erreur ici, ce n'est pas l'invariance, c'est l'équivariance aux transstations. Donc, si on regarde une convolution, elle est équivariante aux translations. Donc, si je prends mon image, j'applique une opération de convolution dessus, je peux translater l'image et ça va donner la même chose, mais translatée dans l'espace de l'image produite par la convolution. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en plus, dans les réseaux à convolution, on va avoir plusieurs couches. Puis, on va structurer ça pour créer finalement une hiérarchie de représentation à différents niveaux, où au bas niveau, on va avoir des fonctions qui sont très locales dans l'espace, qui regardent juste ce qui se passe dans une petite zone. Et forcément, plus on monte, plus la zone visible par chacune des unités là, dans l'image d'entrée devient grande. Donc, il y a une espèce de hiérarchie spatiale aussi qui entre en jeu, où plus on monte, plus on a des objets abstraits et qui pourraient prendre plus de place dans l'image. Pas obligé, mais ça fait de bien. L'autre genre d'architecture assez commune, pas autant que les réseaux à convolution, c'est les réseaux récurrents. Et ça, c'est vraiment intéressant pour traiter des systèmes dynamiques, des séquences, etc. Puis, l'idée, c'est que les représentations, ici, on va les appeler ST, pour comme state, penser à un système dynamique. Les représentations ST, au lieu de les calculer d'un coup sur l'entrée qu'on va voir comme une séquence,
on va la calculer récursivement avec une équation comme celle-là. ST égale une fonction avec les mêmes paramètres, ST-1 et XT. Donc, l'entrée X est décomposée en une séquence et non pas un gros vecteur. Ça va nous permettre de pouvoir gérer des séquences de taille variable. Et en plus, un peu comme avec la convolution où les mêmes paramètres sont utilisés à différentes positions, c'est la même chose ici. Les mêmes paramètres vont être utilisés à chaque position de la séquence. Donc, si on regarde, si on suit un peu ce qui se passe là, dans le dessin, c'est juste l'application de la formule en haut. On a, mettons, on commence avec un x0, on obtient un S0. On peut mettre, par exemple, S0 égale x0, il y a plusieurs manières. Où on applique f avec 0 en entrée, en tout cas, ce n'est pas important. Donc, on obtient un premier S, puis après ça, on peut obtenir le suivant en appliquant la même formule. Mais c'est la même transformation f-θ qui est appliquée à chaque fois. Donc, a priori, je peux faire ça autant de fois que je veux. Puis, ce que j'obtiens à chaque point dans le temps, c'est une représentation de tous les x que j'ai vus jusqu'à présent. Fait que si je voulais représenter ça avec, non pas une formule récursive comme ça, mais d'un coup, là, comme à plat, ce serait comme l'équation d'en bas, c'est-à-dire qu'il faudrait une fonction différente selon la longueur de la séquence, parce que j'ai un nombre d'arguments différents. Et en plus, il y aurait des paramètres différents pour ces différentes fonctions. Donc là, on aurait des fonctions différentes selon le nombre d'arguments. Ce serait vraiment pas pratique. Là, pourquoi ça a du sens? On fait des suppositions, n'oublions pas, sur la réalité, c'est que souvent, on modélise des données temporelles. Puis les données temporelles, mais si vous pensez à la physique, c'est les mêmes lois de la physique à chaque instant dans le temps. La seule chose qui change, c'est l'état du monde. Donc, ce principe-là, il s'applique dans beaucoup de situations. On peut se servir de ces réseaux récurrents pour beaucoup de choses, mais entre autres, on peut s'en servir comme dans l'exemple de modélisation du langage que j'ai présenté plus tôt, c'est-à-dire pour produire une distribution de probabilité sur une séquence. Donc là, on a un petit dessin qui illustre ça. Donc, au haut niveau, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend la distribution jointe sur une séquence de longueur variable et je vais juste la décomposer en la probabilité de la TIème observation étant donné les précédentes. Donc, étant donné les précédentes, il est calculé par l'itération que je vous ai montré tantôt. Donc, le ST, c'est une fonction de XT, XT-1, XT-2 et tous les trucs qui précèdent. Là, on a rajouté des nouveaux gadgets. Donc, dans ça, ici, il y avait juste le calcul de ST, mais là, on fait quoi avec? On veut prédire des trucs, comme par exemple prédire le prochain input qu'il va y avoir. Donc là, on a une autre fonction ici avec, mettons, des paramètres V qui prédit un OT. Puis OT, ce serait, par exemple, une distribution de probabilité les paramètres d'une distribution de probabilité sur XT plus 1. Et là, on peut calculer la probabilité selon cette distribution-là de XT plus 1. Ça nous donne la moins log probabilité, ça nous donne la loss LT. Et voilà, on fait ça à chaque time step. Donc, c'est ça qu'on voit, LT égale moins log probabilité de XT étant donné tout ce qui précède. Fait que notre loss, c'est une somme de loss pour chaque instant dans la séquence. Ces loss, c'est des moins log probabilité conditionnelle du nème élément étant donné ce qui précède. On additionne toutes ces loss, ça nous donne la loss totale pour la séquence. Et là, on peut juste appliquer notre moulinette PyTorch pour calculer les dérivés de tous les paramètres par rapport à cette loss totale. Donc, ça, c'est comment on fait pour entraîner des réseaux récurrents, des systèmes dynamiques paramétrés, dans ce cas-là, au maximum de vraisemblance. Par exemple, pour prédire la distribution jointe, à travers des distributions conditionnelles de chacun des éléments. On appelle ce genre de décomposition autorégressif, soit dit en passant, et on retrouve ça dans beaucoup d'architectures d'apprentissage automatique. On peut faire plein d'autres choses là, en généralisant ces idées-là. On peut prendre des réseaux récurrents pour transformer une séquence en un vecteur. Donc, parce que le dernier ST de la séquence, c'est un vecteur, on peut le mapper à un autre vecteur qui serait, mettons, une prédiction sur une variable Y, comme dans le dessin du haut. On peut mapper une séquence à une autre séquence de la même longueur, ou on peut mapper une séquence à une autre séquence d'une autre longueur. Ça, c'est une longueur différente. Ça, c'est l'architecture du bas. C'est celle qui
une de celles qui est plus populaire dans les dernières années. Donc, le réseau récurrent, au début, il fait comme juste lire une séquence. Ça, c'est la séquence d'entrée. Et après, il génère la séquence de sortie. Donc, il prédit le TM output étant donné la séquence d'entrée et les outputs qu'il a déjà prédits jusqu'à présent. Donc, ça marche sur la même logique et le même genre de maths que ce que je vous ai montré là, mais maintenant, il y a des X et des Y là. Puis, mais c'est simplement, imaginons que le début des X, c'était l'input, puis que la suite des X, c'était des trucs qu'on veut prédire. Mais sinon, c'est exactement la même logique. Voilà. OK. Il y a un truc amusant qui a été réalisé déjà dans les années 80. C'est que quand on fait du maximum de vraisemblance sur des réseaux récurrents comme ça, quand on entraîne, si on regarde le critère de maximum de vraisemblance, je reviens, mettons, à la situation ici, on a une séquence observée X1 XT. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en entrée de chacune des prédictions les vraies données observées et on va prédire une probabilité pour la prochaine vraie donnée observée. Donc, la dynamique de ce qui se passe là, elle serait différente de si on laissait le modèle lui-même échantillonner de ses propres distributions à chaque time step. C'est illustré dans le dessin ici. Donc, on peut imaginer comme deux sortes de dynamiques. Celle qu'on appelle teacher forcing en anglais, qui correspond au maximum de vraisemblance pendant l'entraînement, où on fixe les entrées qui sont aussi des choses à prédire pendant l'entraînement. Et on fait juste calculer les probabilités de ce qui est réellement arrivé dans les données. Par contre, à test time, là, au moment où on veut utiliser, par exemple, le système pour générer des séquences, on ne connaît pas la vraie séquence, on va la générer. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un tirage de notre distribution prédite et on va prendre le Y ou le X qu'on a généré, on va s'en servir comme entrée pour la prochaine prédiction. Donc, on prédit, mettons qu'on veut générer une phrase. On prédit le premier mot à partir d'un symbole qui dit début de phrase. Après ça, en fait, on ne fait pas juste le prédire, on prédit une distribution sur tous les premiers mots possibles. On tire un premier mot de cette distribution. Là, on prend ce mot-là, puis on le met en entrée pour conditionner la prédiction de la probabilité pour le deuxième mot. Donc là, on prédit une distribution sur le deuxième mot étant donné le premier. Puis là, on va tirer un deuxième mot de cette distribution. On va prendre le mot qu'on a choisi, puis on le met en entrée pour prédire une distribution sur le troisième mot étant donné les deux premiers, etc., etc. Donc, on obtient une dynamique temporelle là, qui est très différente de celle qui se passe pendant l'entraînement. Il y a une image que je trouve qui illustre en quoi c'est dangereux, ça. C'est des chercheurs à CMU qui ont essayé d'entraîner des réseaux récurrents à conduire une voiture. C'est d'actualité, mais ça se passe dans les années 90, cette expérience. Si on entraîne le réseau à conduire la voiture à partir de trajectoires de conduite automobile d'êtres humains, l'être humain qui conduit bien, disons, il va rester dans le milieu de la route, dans le milieu de sa voie, tout le temps. Donc, le réseau ne voit jamais ce qui se passe quand on dévie de la voie. Par contre, si on prend ce réseau entraîné, puis on le fait conduire, donc ce qui va arriver, c'est qu'il va choisir une direction, puis là, ben, ça va influencer l'état de la voiture et à partir de ce nouvel état, on va prédire la prochaine direction pour le volant, etc., etc. Du coup, si jamais il y a une petite erreur qui est faite par le système qui fait qu'il dévie de sa voie, il va se retrouver dans une zone qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il a vu pendant l'entraînement. Et là, il risque de faire un peu plus d'erreurs et de se dévier encore plus de la voie et donc de se retrouver encore plus loin des choses qu'il connaît et de faire encore plus d'erreurs. Fait que là, il y a une espèce de compounding error
Les erreurs s'accumulent et grossissent plus on s'éloigne des choses connues. Donc, tout ça, ça vient d'un mismatch entre la dynamique qui est vécue par le système apprenant pendant son entraînement avec le maximum likelihood. On essaie juste de coller à ce qui a été observé, des bons exemples. Et les trajectoires, les dynamiques qu'on observe, si on laisse le système libre, en roue libre, ces prédictions deviennent la réalité, deviennent l'action. Donc, il y a plusieurs articles qui essayent de s'attaquer à ce problème, mais ce n'est pas un problème qui est complètement réglé, là, mais donc, il y a des stratégies. Il y a plein de variantes d'architecture de réseaux récurrents. Entre autres, dans les années 90, j'ai travaillé sur l'idée de réseaux récurrents hiérarchiques, multi-échelles, etc. Puis, mis à part le fait qu'on imagine que la réalité a ce genre de structure hiérarchique, il y a un avantage, c'est que ce genre de hiérarchie nous permet de contourner une des limitations mathématiques des réseaux récurrents ou des modèles paramétriques entraînés dans l'apprentissage automatique dynamique, pour des systèmes dynamiques, que j'ai étudié début des années 90. Et est-ce que combien j'ai de slides là-dessus? Oui, j'en ai 3. OK. Je vais essayer d'expliquer le problème. Mais en gros, je vais prendre cette slide-là d'abord. Si on a, mettons, des séquences très longues, puis que là, on s'intéresse aux gradients qui vont être calculés, on voit que quand on a un système dynamique comme ça, l'état, je vous rappelle, c'est calculé récursivement. Donc, l'état AT, c'est une fonction de l'état AT-1, etc., etc. C'est ce que j'essaie d'illustrer dans la première équation. Et là, on peut utiliser la règle de dérivée en chaîne pour réfléchir à ce que ça veut dire. C'est que quand on va calculer les dérivés de notre perte totale finale par rapport à un état dans la séquence ST, un état intermédiaire, ça va être le produit de jacobienne de la dérivée de l'état AT par rapport à l'état AT-1, etc. Les jacobiennes, donc, c'est des matrices de dérivées partielles. Et on va multiplier toutes ces matrices entre elles. Bon. Qu'est-ce qui arrive quand on multiplie un paquet de nombres entre eux? Ça marche aussi pour les matrices. Ça a tendance à exploser soit vers 0 ou vers l'infini. C'est ça qui arrive dans l'entraînement des réseaux récurrents. Souvent, on se retrouve dans des situations où certaines des composantes du gradient ou le gradient lui-même soit explose vers l'infini ou devient très petit. Puis, j'ai un autre dessin, une autre slide ici pour expliquer pourquoi ça peut devenir très petit. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui est le plus embêtant. Imaginons qu'on veut utiliser le réseau pour stocker un bit d'information. Donc, c'est un état continu. La manière dont on va stocker un bit d'information, c'est que la dynamique va avoir un attracteur, avoir plusieurs attracteurs. Mettons qu'il y a 2 attracteurs. Donc, finalement, il y a un bit. Soit on est dans le bassin d'attraction du premier attracteur ou dans le bassin d'attraction du deuxième. Et donc, ça, c'est très bien. Mais si on veut pouvoir changer les paramètres de façon à influencer ces trajectoires-là, on peut se poser la question des dérivés de l'état, mettons, vers la fin d'une séquence par rapport à l'état au début de la séquence. Et si ces séquences convergent, par définition, ça veut dire que pour tous les états initiaux dans le bassin d'attraction, on arrive à la même place. Donc, la dérivée est 0. Okay, fait que là, ça, c'est dérivée 0, c'est pas bon, ça, parce que ça ne nous dit pas comment on pourrait améliorer. Dans le fond, on ne peut pas améliorer. Si on part d'un bassin, ça marche. Par contre, si on n'était pas dans le bon bassin, la dérivée serait infinie parce qu'il n'y a pas de petits changements qu'on peut faire qui nous fait aller à la bonne place. Fait qu'on a soit des dérivés infinis ou des dérivés zéro. C'est le cas extrême là, où on prend des séquences qui convergent, là, qui sont assez longues pour converger. Puis le cas spécial où on n'a pas des nouvelles entrées à chaque coup. On peut le généraliser dans des papiers, mais bon. Donc, ça illustre un peu pourquoi on a ce problème. Puis la conséquence de ça, c'est que le gradient total de notre fonction de perte par rapport aux paramètres va donner beaucoup de poids, exponentiellement plus de poids à ce qui se passe
euh, disons, à la fin de la séquence, si l'erreur qui nous intéresse, ça se passe à la fin à la dernier point de la séquence, il va surtout écouter ce qui se passe dans le système vers la fin de la séquence. Puis tout ce qui est loin dans le temps va avoir un poids exponentiellement plus bas. Et la manière de le voir, encore, on va réécrire la dérivée en termes des règles de dérivée, calcul de dérivée partielle, puis on va se rendre compte qu'on a, si on somme sur tout ce qui s'est passé avant dans le temps, les termes qu'on va avoir vont soit exploser ou converger vers zéro au fur et à mesure qu'on regarde un taux qui est très loin dans le passé par rapport à un t qui est plus loin dans le futur. Donc, c'est ce qu'on appelle le vanishing gradient problem. Puis, il y a des solutions partielles à ça. Les hiérarchies, c'en est une. Bon, ça fait partie des choses un petit peu à savoir. C'est un des enjeux. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai écrit ça, un article là-dessus, vers le milieu des années 90, ça a été un peu avec d'autres facteurs, là, mais un peu le début de la fin temporaire, heureusement, des réseaux de neurones. Il y a eu une désaffection de l'intérêt pour ces méthodes-là, qu'on appelle l'hiver des réseaux de neurones, 95-2010 à peu près. Et c'était pas évident pour moi de convaincre mes étudiants de travailler là-dessus. C'était pas évident de publier. Et c'est grâce à des financements gouvernementaux qui laissaient place à l'exploration, à la découverte, et des choses à long terme que ces recherches ont passé à travers cette période plus difficile. Et donc, en fait, on émerge vers 2010. Il y a eu des choses qui se sont faites dans les petits nombres de chercheurs qui travaillent là-dessus, mais tout d'un coup, l'apprentissage profond émerge à la lumière là, vers 2010, 2012, 2015. D'abord, entre 2010 et 2012, avec les premiers résultats industriels sur la reconnaissance de la parole avec l'apprentissage profond et une chute des taux d'erreur des systèmes de reconnaissance assez significative, mais aussi la capacité de transférer des résultats académiques à des systèmes industriels. Donc, en fait, en 2010, il y a eu un premier papier important sur la reconnaissance de la parole avec l'apprentissage profond, avec des stagiaires à Google, IBM et Microsoft. Et tous ces gens-là ont rapidement implanté ça. Et en 2012, 2 ans plus tard, c'était déjà dans les Android. Tellement c'était mieux qu'ils sont pressés de mettre ça dans les téléphones. Et après, évidemment, ça a été de mieux en mieux. Au niveau des images, c'est venu aussi vers 2012, là, vraiment la percée. Là, on voit le taux d'erreur sur une très grosse base de données pour l'époque, avec 1 million d'exemples de reconnaissance d'objets dans les images et à peu près 1000 catégories. Et donc, à partir de 2012, en 2012, le groupe de Jeff Hinton a proposé une entrée dans ce banc d'essai, une compétition internationale. Et ils ont réduit le state of the art de manière très, très significative. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Après, chaque année, ça continue à baisser jusqu'à qu'on tombe en dessous du taux d'erreur des humains. Et depuis 2013, probablement, il n'y a plus aucune entrée dans cette compétition qui n'utilise pas de l'apprentissage profond. Tellement la différence est énorme. Comme, ça a tué les autres approches d'une certaine manière, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. OK. Là, je vais changer un peu de sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues dans les... Non. Si vous avez des questions verbales, c'est un bon moment si vous avez... Oui, bonjour. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure dans le cadre de l'erreur de généralisation du cas particulier où c'est 2 courbes en U. Oui. Et est-ce que dans ce cas-ci, où c'est séquentiel, ou lorsqu'il y a des courbes en U,
deux courbes en U, est-ce que ça ne dérange pas le processus en tant que tel que tout à coup une quantité arbitraire de données puisse perturber l'erreur de généralisation? OK, donc il n'y a aucun rapport entre l'aspect séquentiel et la double courbe en U dont je parlais. OK, les courbes en U dont je parlais, la simple, la classique, puis la double, c'est l'axe horizontal, c'est pas le temps, c'est ça peut être le nombre d'itérations d'entraînement, ça peut être la capacité. Et donc, c'est là qu'au lieu d'avoir un schéma où l'erreur de génération s'améliore, tombe à un optimum, puis remonte, elle pourrait redescendre après ça et faire un deuxième U finalement. Mais donc, c'est par rapport à des variations de la capacité. Et là où on l'observe, c'est dans les très gros réseaux de neurones, genre qu'il y a autant de paramètres que d'exemples. Comme je disais, mettons, imaginons 100 millions de paramètres, 100 millions d'exemples. OK, c'est l'ordre de grandeur. Et là, on pourrait s'attendre à ce que ça overfit. Mais en fait, on obtient des résultats où, après qu'on ait commencé, on ait commencé à overfitter, si on continue l'entraînement ou si on fait grossir le réseau, ça va s'améliorer, puis peut-être même être mieux que ce qu'il y avait dans la première courbe en U. C'est des trucs très bizarres. Je pense que ça mériterait une autre discussion, là, mais qu'on ne comprend pas complètement. En tout cas, il n'y a pas un consensus sur l'explication. Puis, ça n'a rien à voir avec l'aspect séquentiel des données, comme travailler sur des phrases ou de l'acoustique ou des vidéos. Dans le fond, quand on travaille sur des données séquentielles, tout ce que ça veut dire, c'est que nos données, au lieu d'être chaque exemple, au lieu d'être un truc de taille fixe comme un vecteur, c'est un truc de taille variable, mais c'est juste un autre objet, un autre type d'objet mathématique qui est une séquence. D'ailleurs, sur les images, c'est facile de généraliser les réseaux à convolution pour que les exemples puissent être des images de taille variable, parce que les convolutions, on peut les appliquer, la même convolution, on peut l'appliquer sur des images de n'importe quelle taille, en fait. Donc, c'est ça, ça n'a rien à voir. J'espère que ça aide à clarifier. Non, en fait, j'avais peut-être mal compris. C'est juste que mon intuition, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose de qualitativement différent dans ces données qui génèrent deux courbes en U qui pourraient Non, influencer. non. Ça n'a pas rapport avec le fait que ce soit séquentiel. Ce qui provoque la double courbe en U, là, c'est plus difficile à dire c'est quoi les conditions générales, mais on l'a observé dans les dernières années sur des très gros réseaux. Et mon intuition, c'est que ça a rapport avec une espèce d'auto-régularisation qui peut se passer et différentes vitesses. Donc, un de mes étudiants travaille sur une hypothèse où il y a différentes vitesses d'apprentissage à l'intérieur du réseau de neurones. Imagine que tu as deux groupes de paramètres, un qui apprend vite et l'autre qui apprend lentement, et que tu vas commencer à overfitter sur le premier groupe alors que l'autre n'a pas encore atteint sa capacité optimale. Il y a besoin de plus d'itérations d'entraînement. Fait que là, quand tu regardes l'évolution de l'erreur, le premier groupe commence à overfitter, fait que tu vas avoir une remontée. Mais là, l'autre n'a pas commencé encore à vraiment tirer tout son jus, fait qu'il finit par gagner, à faire rebaisser encore, puis éventuellement, ça va remonter quand même, mais on a donc une courbe en U. Ça, c'est un genre d'explication. Je ne dis pas que ça couvre tous les cas, là, mais fait que la capacité, ce n'est pas nécessairement un truc homogène. On peut avoir des parties du système qui vont apprendre plus vite que d'autres. Ça pourrait être l'explication, mais c'est une hypothèse. C'est loin d'être sûr encore. Merci beaucoup. Il y a C'est une bon? question, il y a une Oui. question dans le chat. Alors, Jérémy, tu peux parler, Jérémy. Je peux lire sinon. Alors, parce qu'en fait, je ne comprends pas complètement la question. Ça constitue une grande portion du domaine. Actuellement, les observations sont généralement vraies, mais toujours en attente d'être expliquées. Ah, OK, Ben oui, mais c'est ça la science. En fait, il faut comprendre l'intelligence artificielle, mais l'apprentissage automatique comme un peu comme la physique, dans le sens que on va avoir des théories qui sont supposées nous aider à comprendre les expériences.
Les expériences, c'est quoi? On applique des algorithmes d'apprentissage sur des données ou dans un environnement interactif. Il y a plusieurs cas de figure. Et donc, on forme des théories pour nous aider à comprendre le phénomène. C'est pourquoi on voit une courbe comme ça? Pourquoi on voit une courbe avec un double U, etc.? Pourquoi tel algorithme va mieux marcher que tel autre dans tel cas et pas dans tel autre cas? Donc, la théorie, comme d'habitude, nous aide à comprendre les observations. Aujourd'hui, on comprend, je pense, quand même beaucoup des principes théoriques de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. En tout cas, on en comprend beaucoup de choses, assez pour écrire plein de livres. Mais pas grand monde qui serait capable de prédire. Je fais une nouvelle expérience d'apprentissage automatique avec un algorithme qui est une variante d'algorithme connu sur des données nouvelles où personne n'a déjà fait cette expérience. Essayer de prédire quel va être le résultat, quelle va être la forme de la courbe d'entraînement, quelle généralisation on va voir. Impossible. Personne n'est capable de faire ça. Mais je vous ferai remarquer qu'en physique non plus, si je construis une expérience compliquée en physique, on sait, en théorie, si on pouvait faire un calcul incroyablement complexe, quantique et toute l'équipe, on pourrait répondre à la question, mais c'est juste pas tractable. Mais en apprentissage automatique, c'est pire que ça parce qu'il y a l'inconnu sur la vraie distribution des données. Ce serait comme si on pourrait faire de la physique, mais il y a des variables cachées là, qui interviennent. On ne sait pas le rayonnement spatial là, qui vient perturber notre expérience. Donc, c'est vraiment comme une science expérimentale, l'apprentissage automatique. Dans ce sens, ça ressemble beaucoup à, mettons, la biologie, la physique, la chimie, des choses comme ça, même si les expériences sont faites dans l'ordinateur. Fait que oui, des observations généralement vraies, mais en attente d'être expliquées, il y en a. Lesquelles sont plus intéressantes, ça dépend des opinions et des chercheurs, mais oui, il y a du travail qui se fait. C'est bon? Je vais peut-être essayer d'avancer et terminer ce que j'avais prévu là, pour la deuxième. Merci, Jérémy. Alors, je repartage mon écran. Et donc là, je vais aborder un autre sujet. On va revenir sur les représentations, mais on va parler je passe vite pour voir où est-ce qu'on s'en va. On va parler on ne finira pas tout aujourd'hui, on va continuer demain. On va parler de modèles génératifs et d'apprentissage de représentation non supervisé. Puis, en fait, donc, ce qu'on aimerait, c'est découvrir les bonnes représentations. Puis, on n'a pas une définition très claire de c'est quoi une bonne représentation, mais on a des intuitions. Puis, ces intuitions ont rapport avec des a priori qu'on peut avoir sur ce qu'on s'attend d'avoir une bonne représentation. Puis, d'où nous viennent ces a priori? Ils peuvent nous venir du domaine scientifique dans lequel dont on parle. Si je fais de la météo, il y a des choses qu'on sait sur des concepts abstraits qui sont pertinents, genre les nuages, la pression, la température. C'est des abstractions que les scientifiques ont découvert, puis on aimerait qu'un bon modèle découvre ce genre d'abstraction-là. Puis en plus, tout ce qu'on communique avec le langage, ça nous donne des indications du genre d'abstraction que les humains ont découvert pour expliquer le monde. Et ça nous donne des indices sur ce qui pourrait être des bonnes représentations pour le monde qui nous entoure, nous, les humains. Puis l'IA, à court terme, dans le sens dans les prochaines décennies, en tout cas pour la plupart des gens, le but, ce n'est pas nécessairement de découvrir une intelligence générale, surtout qu'on a des théorèmes qui nous disent que ça n'existe pas, mais plutôt de découvrir des principes d'intelligence semblables à ceux que les humains exploitent, parce qu'en fond, on a besoin de machines pour nous aider dans le monde qui nous entoure, avec la société, les êtres humains, la biologie, la nature, etc. Donc, la physique qui existe là, pas n'importe quel univers possible. Donc, il y a des principes de base, comme les notions de temps, d'espace. Bon, là, j'écris indépendance marginale. Il y a des choses indépendantes qui existent. On sait qu'il y a des notions d'indépendance dans la nature, qu'il y a bon, avec la physique quantique, des fois, tout est dépendant de tout, là, mais en pratique, il y a
paquet de choses qui se passent qui sont indépendantes. C'est pour ça que les statistiques fonctionnent aussi. Il y a une hypothèse que j'explore depuis quelques années, que presque tout ce qu'on décrit verbalement dans notre compréhension du monde, tout de notre compréhension du monde qu'on peut décrire verbalement, satisfait à une hypothèse de dépendance sparse, c'est-à-dire quand tu penses à une phrase en français, il y a peu de mots et une phrase indique des dépendances entre les concepts qui sont décrits dans la phrase, puis vu qu'il y a peu de mots, il y a peu de concepts, donc on est capable finalement de décrire des dépendances qui relient un petit nombre de facteurs, un petit nombre de variables entre elles. Ça, c'est très fort comme hypothèse, puis on commence à explorer ça là, dans les architectures. Ensuite, il y a tout ce qui est rapport avec la causalité. Bon, la causalité, là, c'est tout un domaine intéressant en soi, mais depuis quelques années, les chercheurs en apprentissage automatique essaient d'incorporer de ces notions-là pour apprendre des représentations causales. Puis quand on parle d'action, je vais en parler un peu tantôt, donc des systèmes qui agissent dans leur environnement, bien là, l'aspect causalité est particulièrement important. En fait, une action, c'est une intervention qui va changer le système, qui va changer l'environnement. Puis tout ce qui s'est fait dans le domaine de la causalité, il y a des choses à aller chercher, en tout cas, pour développer des meilleurs algorithmes, des meilleures représentations. Et j'en ai parlé, l'idée d'avoir des hiérarchies de représentation de différentes manières, mais entre autres en physique, en biologie, en chimie, etc. Je veux dire, on sait qu'il y a des lois différentes, entre guillemets, à différentes échelles de temps ou d'espace. Donc, on pourrait aussi avoir des architectures de réseaux de neurones qui aient plusieurs échelles. En fait, on exploite déjà ça en partie. OK. Un autre concept qui est intéressant pour réfléchir à des bonnes représentations, c'est l'idée que pour la plupart des données qui nous intéressent, il y a une concentration de la masse de probabilité. Je ne sais pas si j'ai un dessin qui illustre ça vraiment quelque part, mais bon, je vais juste le faire en mots, là. Si vous voulez, en bas, là, à droite, il y a un spaghetti. Ça, c'est supposé être représenté, ce spaghetti-là, cette courbe, c'est l'ensemble des points qui ont, dans l'espace des images, mettons, qui ont une forte probabilité d'arriver. Parce que si on prend une image, une phrase ou n'importe quel genre de stimuli sensoriel, la plupart des configurations mettons, de pixels ont presque zéro chance d'arriver, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus probables. En d'autres termes, si je tire une image au hasard, pixel par pixel, où je prends les pixels indépendamment, fait que dans le fond, j'échantillonne uniformément dans l'espace des images, les probabilités que ça ressemble à une image naturelle, c'est exponentiellement faible. Ce qui veut dire que la très grande majorité des configurations de pixels ne sont pas des images naturelles. Ce qui veut dire que les images naturelles occupent un volume dans l'espace des images qui est très, très petit, qui est de mesure presque zéro. Pas zéro parce qu'il y a du bruit, là, mais en tout cas. Donc, il y a une grande partie de la recherche en apprentissage automatique qui s'est posé la question, si les données sont de cette nature, et elles le sont dans beaucoup de cas qui nous intéressent, quel genre d'algorithme ça nous prend? Et donc, les algorithmes qui modélisent la distribution jointe des données ou qui veulent calculer des représentations à partir desquelles on va prédire des choses, souvent, ils vont essayer de transformer l'espace. Mettons, on a le spaghetti en bas. On va appliquer une fonction, on va appeler l'encodeur, qui va prendre le spaghetti puis qui va l'aplatir. Donc, on va transformer l'espace de façon à quelque chose qui avait l'air compliqué va devenir simple parce qu'une fois qu'on a aplati le spaghetti, on a une variété plate et toutes sortes de choses deviennent plus faciles. Donc, cette idée de concentration de la masse de probabilité dans la distribution sous-jacente, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme représentation à partir des représentations brutes pour se retrouver dans un espace où c'est plus facile de travailler. Puis pour vous donner une illustration de pourquoi c'est plus facile, bien, si je prends mon spaghetti et que j'essaie de le modéliser avec une gaussienne, ça ne marchera pas bien, le spaghetti d'en bas. Par contre, le spaghetti déplié en haut,
ça fait très bien avec une gaussienne. Ça va être une gaussienne très allongée dans une direction. Puis on est capable de bien l'approximer. Donc, vous voyez que en bas, ça va prendre un modèle de densité extrêmement compliqué pour capter la distribution. En haut, ça va être très facile. Évidemment, là, on a comme caché la complexité dans la fonction encodeur qui mappe, qui représente, qui capte la représentation, qui calcule la représentation à partir de l'entrée brute. Et en général, on va aussi apprendre une fonction dans l'autre sens, parce qu'on aimerait un genre de bijection. Des fois, on n'est pas capable de parfaitement inverser. Donc là, ça se pourrait que notre décodeur, on l'appelle un décodeur, il soit probabiliste. Donc, il reste d'incertitude sur X étant donné la représentation H. H pour hidden. Voilà. Donc, ça, c'est une idée qui se retrouve dans plusieurs motivations comme plusieurs algorithmes. En plus de ça, là, j'avais comme un spaghetti à une dimension, mais en réalité, évidemment, il y aurait comme une espèce de variété près de laquelle se trouvent les données. Puis même quand on l'aurait aplati, cette variété, elle aurait une structure. On aimerait, par exemple, que certaines dimensions de la variété correspondent à des choses qui ont du sens, comme, mettons, si c'est des images de visage, peut-être qu'il y a un axe qui correspond au genre, puis un axe qui correspond à l'âge. Et effectivement, on a des algorithmes qui, sans qu'on l'ait nécessairement designé, semblent avoir ces propriétés, ce qui fait qu'on peut interpoler. Par exemple, je prends l'image, là, je ne sais plus comment ils ont fait ça, mais là, il y a à gauche une image d'une femme, à droite, l'image d'un homme, puis là, on peut se promener sur la variété en ligne droite dans l'espace de représentation. Et comme on a aplati la variété, quand on se promène, vu que la variété est plate, ben, si je trace une ligne droite entre deux points sur une variété plate, tous les points intermédiaires sont sur la variété. Donc, du coup, ça veut dire que les points intermédiaires sont des images naturelles. Et c'est ce qu'on voit ici. Tandis que si je prends l'image brute en pixels, au niveau des pixels, puis que je fais une interpolation entre les pixels, vous allez voir, c'est comme deux images, une superposée sur l'autre, avec plus ou moins de poids sur l'un ou sur l'autre. Ce n'est pas du tout une image naturelle, c'est une image de superposition d'images. Quand on fait l'interpolation dans l'espace de représentation, c'est pas ce qu'on obtient, c'est beaucoup plus intéressant. On se promène dans l'espace des images. Puis là, ce qu'on aimerait, c'est que certains axes correspondent à des facteurs pertinents. Parce qu'après ça, on peut contrôler ces axes-là potentiellement. On veut pouvoir avoir un bouton qui dit « Ah, je voudrais que mon personnage soit plus vieux » ou qu'il ait une moustache, qu'il ait des lunettes, etc. Et on peut aller dans les deux sens, soit générer à partir de notre représentation abstraite ou inférer nos qualités abstraites à partir de l'image. Puis, on a des raisons de croire aussi que si on découvre les bons axes comme ça, là, ça va être facile de répondre à des questions dans cet espace. Hein. C'est comme le premier exemple que je vous ai donné avec les features qui détectent que c'est une personne, une autre qui détecte que c'est un enfant, une autre qui détecte que c'est mâle ou femelle, etc. Une fois qu'on a ces features-là, on peut répondre à un paquet de questions du genre que les gens se posent en langage naturel et ça va bien aller. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle l'apprentissage semi-supervisé. L'apprentissage semi-supervisé, c'est je vous donne des exemples avec les réponses. Par exemple, là, il y a deux images d'une femme et d'un homme pour lesquelles il y en a un, on sait que c'est un homme et l'autre, on sait que c'est une femme. Puis, je donne des images qu'on dit non étiquetées. Donc, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Si on a une bonne représentation, on pourrait espérer que dans l'espace de représentation, tous les hommes sont comme proches les uns des autres. Fait que ça devrait être facile de mettre une étiquette là-dessus. Et on va pouvoir plus facilement aussi intégrer les deux sources d'information, les exemples étiquetés, où on connaît les réponses, puis les exemples non étiquetés, que c'est juste des entrées. Donc voilà, c'est un bon point pour arrêter. Donc, on peut passer aux questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi j'en avais une tantôt, puis ça revient un peu à ce principe de spaghetti. Oui. On parlait dans l'exposé numéro 1, vous mentionniez le fait que justement on avait l'espace de toutes les fonctions, c'est un volume énorme.
Oui, Ça fait un peu le lien avec les spaghettis. oui, Vous avez mentionné au début de l'exposé numéro 1 le fait on avait l'hypothèse que les fonctions f étaient lisses. Et en oui, fait, dans la oui. théorie d'approximation en méthode numérique, on utilise souvent la régularité des fonctions. Plus la fonction est régulière, plus l'espace est petit Oui, et exactement. mieux on peut approximer, Oui, on a oui, une méthode approximative. tout À à quoi fait. ça vient jouer un rôle dans ces méthodes-là ici? Donc, la régularité de Ben la là, fonction. il y a simplement une analogie, mais on ne parle pas de l'espace des fonctions. Là, on parle de l'espace des représentations et des, comment en fait, on parle de l'espace des données ou des représentations de ces données-là et comment la distribution dans cet espace peut être plus ou moins concentrée. Okay, donc là, ce n'est pas une famille de fonctions ou une famille de distributions, il n'y a rien qu'une distribution, c'est la vraie, mettons. Sauf que elle est concentrée. Okay? Il y a une concentration de masse de probabilité. Donc ça, c'est analogique à une concentration de masse dans l'espace des fonctions, mais là, c'est plutôt la concentration de masse de probabilité dans l'espace des réalisations d'une variable aléatoire, là, qui sont des images, des séquences de mots, etc. D'ailleurs, pour les séquences de mots, on peut faire le même game. Vous avez peut-être vu ça, là, à un moment donné passé, l'idée qu'on pourrait laisser un singe taper à la machine, puis éventuellement, il va écrire un livre de Shakespeare, une pièce de Shakespeare. Bon, mais les probabilités que ça arrive sont faibles. C'est la même chose. C'est que les séquences de mots aussi, en langage naturel, occupent un volume très petit par rapport à toutes les séquences de mots possibles. Puis on peut l'estimer par la perplexité ou l'entropie de ces distributions-là. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Jean-Philippe. Oui, ben en fait, c'est plus une question générale parce que justement, tantôt, Il y a peut-être des outils mathématiques qui pourraient s'appliquer aux deux cas. Oui, parce que pour nous, disons, même quand on résout des équations, plus la fonction est régulière, plus les approximations sont bonnes, ça permet vraiment de réduire parfois le temps de calcul, la manière d'approcher, Je me demandais simplement si la théorie de la régularité des fonctions pouvait jouer un rôle dans ce genre de. C'est plus une question générale, en fait. C'est-à-dire dans les mécanismes de régularisation. Donc, par exemple, j'ai mentionné rapidement, on pourrait minimiser non seulement la fonction objective qui est l'erreur empirique moyenne, mais on peut ajouter des termes qui pénalisent dans l'espace des fonctions ou dans l'espace des paramètres. On peut faire les deux. Par exemple, il y a la régularisation des Tikhonov qui prend la norme de la dérivée de la fonction, puis qui la pénalise. Donc, partout où on voit des exemples, on voudrait que que la fonction ne change pas trop finalement autour de cet exemple-là. Ça, c'est une forme de régularisation. On peut aussi le faire dans l'espace des paramètres en disant on veut que les paramètres soient petits, dont la norme 1, la norme 2, etc. Ou même la norme 0, mais ça, c'est plus difficile à optimiser, mais on peut l'approximer. Ça dit qu'on voudrait qu'il y ait des paramètres qui ne soient carrément pas là. On va l'approximer avec la norme 1 en général. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire dans l'espace des fonctions, enfin pour avoir des préférences qui vont ramener le volume des fonctions qu'on va effectivement explorer à quelque chose de plus petit. Et ça peut être plus ou moins approprié, mais ça fait partie du toolbox, c'est clair. OK, parfait. OK. Merci. Alexandre a une question. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour les exposés. C'est vraiment fascinant. Je suis en train de me dire que c'est bien que je n'ai pas vu ça trop tôt dans mes études parce que j'aurais eu du mal à continuer en mathématiques, peut-être. J'ai une question un peu farfelue, je pense, puis je suis un peu gêné de la poser en public, mais on va voir. Ben là, il n'y a pas de questions stupides. Ce qui est stupide, ce n'est pas de poser de questions. Est-ce que les gens dans le domaine ou même en neurosciences espèrent que tout ça explique des choses sur notre cerveau biologique, humain? Ben oui. Est-ce qu'il y a des progrès vers ça? Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce qu'il y a des progrès? Non, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Disons que je ne dirais pas qu'il y a un consensus scientifique sur cette question-là, mais dans les dernières années, à cause des résultats pratiques de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage profond, les chercheurs en neurosciences computationnelles ont commencé à prendre la recherche en
en IA avec l'apprentissage profond au sérieux. Mhm. Et là, il y en a quelques-uns qui ont fait des vraies expériences, genre sur des cerveaux de singes, par exemple, pour essayer de tester des hypothèses qui viennent de ce qu'on trouve en intelligence artificielle. Donc, parmi les premiers résultats dans ce sens-là qui sont assez connus, il y a l'observation qui a été répétée là, par beaucoup de labos, que si on prend des réseaux entraînés, des réseaux de neurones, certaines architectures, là, ça ne marche pas pour toutes, mais celles qui ont été justement proposées dans les premières années, qui ne sont pas très compliquées, et qu'on les entraîne à faire de la reconnaissance d'objets dans des images, des tâches de vision comme ça. Puis on regarde les représentations qui ont été trouvées. C'est quoi une représentation? Donc, c'est à chaque image fait correspondre à un vecteur, n'est-ce pas? Mettons au top de la hiérarchie. On prend ces représentations et on les compare avec les représentations qu'on peut observer dans le cerveau d'un animal auquel on va présenter les mêmes images. On comprend une image, on la présente aux yeux du singe, et on la présente aussi à notre réseau de neurones. Okay? Puis là, on enregistre quelques centaines ou milliers de neurones dans le cerveau du singe, dans les zones où on pense que c'est plus pertinent. Donc, on a un autre vecteur, le vecteur d'activation. Chaque neurone va envoyer des bits, puis on peut compter la fréquence que tel neurone a été activé. Fait que là, tu as un vecteur qui vient du singe, un vecteur qui vient de l'ordinateur, du système Deep Learning. Et là, bien, évidemment, ça ne pourra pas correspondre un pour un, là, mais tu peux faire des corrélations. Mettons que tu fais ça 1000 fois avec 1000 images différentes. Là, tu fais une matrice 1000 par 1000 qui mesure, mettons, la similarité dans un espace et la similarité dans l'autre espace. Donc là, tu as deux matrices 1000 par 1000, mais maintenant, ils sont dans le même espace. C'est l'espace des similarités. OK? Puis là, tu vois que, ça match. C'est-à-dire, par exemple, que deux images qui sont proches dans la représentation choisie par la représentation apprise par le réseau de neurones sont aussi proches dans l'espace d'activation des patrons d'activation du cerveau du singe. Genre, chat et chien, c'est proche pour un singe, c'est proche pour l'ordi. OK? Mais ça, c'est répété statistiquement, etc. Donc, ça, c'est un résultat. Mais ce n'est pas vrai de tous les algorithmes d'apprentissage, ce n'est pas vrai de tous les réseaux de neurones. Donc, il y en a que c'est plus que d'autres. Donc, il y en a qui sont plus fidèles à quelque chose qui se passe dans le cerveau. Puis, ça nous dit que ça suggère que le cerveau a un algorithme d'apprentissage qu'on ne connaît pas, mais qui fait quelque chose de semblable, puis qui dépend de ce à quoi il a été exposé aussi. Donc, là, il y a d'autres travaux qui vont dans d'autres domaines de l'analogie entre l'apprentissage automatique et le cerveau. Par exemple, au niveau des neurones puis de l'apprentissage en tant que tel, il y a une hypothèse sur laquelle moi j'ai travaillé qui est le cerveau a une approximation du SGD. Okay? Comment il va calculer des gradients? C'est pas évident. Mais on sait que dans le cerveau, il y a pour chaque chemin d'une zone du cerveau, disons une zone A vers une zone B dans le cerveau, il y a des connexions aussi de B vers A. Donc, en principe, il y aurait comme ce qu'il faut comme machinerie pour calculer quelque chose comme des gradients. Fait que là, il y a des expériences qui sont faites, qu'on a commencé à faire sur des souris pour voir est-ce que il y a des signaux qui ressemblent. Puis là, ben, il y a des gens qui font des hypothèses plus spécifiques. Par exemple, dans les neurones pyramides, qui sont des neurones particulières du cerveau, qui sont 80% de ce que tu as dans ton cortex, il y a des hypothèses comme quoi telle partie du neurone, ça représenterait là où on reçoit les gradients qui viennent de downstream, puis telle partie, ça représente ce qui vient de l'entrée. Et là, on peut faire des mesures aussi sur ces neurones-là. Puis, en tout cas, il y a plein d'hypothèses, mais les expériences en biologie, c'est compliqué, c'est long, c'est pas facile, mais disons qu'il y a assez d'intérêt et de résultats encourageants pour qu'il y ait un certain groupe de chercheurs en neurosciences computationnelles avec une certaine intersection avec l'IA qui explore cette piste, mettons. Et je pense qu'à long terme, ça va être encore plus le cas parce que le cerveau, c'est très difficile à étudier. Puis ce que nous donnent ces algorithmes, ces architectures,
c'est la possibilité d'explorer l'espace des hypothèses de ce qui pourrait arriver dans le cerveau des animaux d'une manière très efficace parce qu'on peut tester différentes hypothèses dans l'ordinateur, dans le sens que si l'algorithme qu'on a, l'architecture qu'on a, ne marche pas pour apprendre des tâches qu'on sait que l'animal est capable de faire, comme la vision, ben, ce n'est probablement pas une bonne hypothèse. Mais s'il marche à ce niveau-là, après, on va tester est-ce que ça correspond à ce qu'on voit dans le cerveau de l'animal. OK, alors j'ai ma question encore beaucoup plus bizarre que celle-là que je voulais poser, mais que j'hésitais. Est-ce qu'il y a des gens en philosophie qui pensent que tout ça pourrait mener à une compréhension de la conscience? Voilà, j'ai dit la chose incroyable. Oui, bien écoute, c'est amusant que tu poses cette question parce que ça fait une couple d'années, en fait depuis 2017, que je réfléchis un peu à cette question en IA. Et donc, j'ai commencé à lire un peu des choses qui se font là-dedans, mais du côté des philosophes, et on a entrepris des collaborations avec des chercheurs en neurosciences, en philosophie et en intelligence artificielle. Je pense qu'on est un peu au début de quelque chose. C'est un domaine super intéressant et qui pourrait être transformateur pour l'IA et pas seulement pour la compréhension de l'humain et de ce que c'est de la conscience. En fait, mes recherches récentes en IA suggèrent que les processus qu'on utilise, nous, quand on utilise notre attention consciente, c'est des processus qui sont différents de ce qu'on fait quand on agit de manière un peu automatique et qui nous donnent un pouvoir de généralisation différent et supérieur à ce qu'on fait sans trop y réfléchir. Je vais te donner un exemple. Tu conduis ton auto sur le chemin que tu as l'habitude, ou ton vélo, c'est mieux, sur le chemin que tu as l'habitude d'utiliser pour rentrer chez toi. Tu peux quasiment être en pilote automatique. Fait que tu peux parler avec quelqu'un. Tu ne devrais pas, mais tu peux. Par contre, tu es dans une autre ville. Le code de la route n'est pas le même. Il y a de la construction, du trafic. Là, tu ne peux pas commencer à penser à autre chose puis écouter de la musique dans tes oreilles. Il faut que tu portes attention à ce qui se passe. Tu es en train d'appliquer, disons, une habilité de raisonnement conscient qui est très spécifique au fait d'être conscient et qui correspond dans le cerveau à un patron d'activation et de choses qui se passent qui est différent de quand tu conduis sans trop y réfléchir. Et ça, si on peut comprendre ça, on peut construire des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont mieux généraliser parce qu'ils vont pouvoir se débrouiller dans des situations complètement nouvelles, comme quand tu conduis ton véhicule dans un endroit qui te pose des défis, disons. Super, très intéressant, merci. Jérémy, you're back. Ah. Non, c'était peut-être une vieille main? Non, je pense que c'était ça. Non, il vient de la lever, sa main. Oui, c'était la mienne. Ah, OK. Merci. Par simple curiosité, c'est suite à la question de M. Giroir, vous mentionnez qu'on a certains algorithmes qui se collent bien à ce qu'on observe dans les cerveaux des animaux, des humains, je sais pas, et d'autres qui s'y collent moins. Est-ce que certains chercheurs ont fait des observations sur tiens donc, il semblerait que ce qui se passe naturellement dans les cerveaux humains, c'est moins efficace que ce qu'on a obtenu avec nos recherches pour, par exemple, la reconnaissance d'images? Ou est-ce qu'en général, plus on se rapproche de l'humain, plus on est efficace? Alors, il y a une espèce de paradoxe. C'est que les modèles reconnus en neurosciences pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau sont très poches. Ils ne sont pas capables d'apprendre grand-chose. Juste des trucs très simples, genre un réflexe conditionné, un classifieur linéaire. Par contre, l'être humain lui-même, on ne parle pas des modèles faits par les chercheurs en neurosciences, et des années-lumière en avance de ce qu'on est capable de faire de mieux en intelligence artificielle. Il y a des exceptions, genre on a un système qui joue au Go mieux que n'importe quel être humain, ou on a un système qui est capable de trouver la structure 3D des protéines. Les êtres humains ne sont pas capables de faire ça. Bon, ils ont été entraînés avec beaucoup de données, beaucoup plus qu'un être humain peut voir dans sa vie, probablement. Et ça pourrait expliquer pourquoi, en général, ils sont entraînés avec beaucoup plus de données que ce qu'un humain a pu voir. Donc, je pense que même dans les cas où on a des systèmes informatiques d'IA qui font nettement mieux que des humains,
c'est parce qu'il y a de la triche en guillemets. On leur a donné plus de données que ce que l'humain a besoin pour arriver à un niveau, disons, comparable de performance. Donc, je pense qu'il faut distinguer la performance sur un problème, une tâche, et la capacité à apprendre efficacement. Donc, en fait, c'est ça qui nous intéresse en apprentissage automatique, c'est découvrir des algorithmes d'apprentissage qui n'ont pas besoin de beaucoup d'exemples pour apprendre ou qui vont pouvoir, à partir de ce qu'ils connaissent déjà, apprendre une nouvelle tâche avec peu d'exemples. Et ça, les humains sont imbattables encore. Mais en même temps, vu qu'on est probablement capable d'entraîner un réseau à créer des réseaux, ça se peut qu'éventuellement, Éventuellement. ça va être intéressant. Éventuellement, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Ouais. Et je ne sais pas, ça va peut-être prendre plusieurs décennies avant qu'on arrive au niveau d'intelligence des humains, peut-être des siècles. Tu sais, il y a une analogie que je trouve super cool qui marche pour toutes les sciences, là, mais ça s'applique en IA. Tu fais des progrès, puis tu peux imaginer ça comme tu grimpes une colline, tu grimpes une montagne, puis tu sens vraiment que tu penses que tu approches du sommet, là. Mais là, à un moment donné, tu approches assez de ton sommet, ça vient un peu plus plat, tu vois qu'il y a un autre sommet derrière. Puis si tu réfléchis, il y en avait eu d'autres avant aussi. Il y en aura probablement d'autres après. En d'autres termes, des nouveaux défis qu'on n'avait même pas envisagés. C'est pour ça que c'est difficile. Les gens qui disent « Ah, en 2042, on va avoir blablabla, des machines plus intelligentes que des humains. » Ben, c'est n'importe quoi. Là, je veux dire, on n'a aucun moyen de faire ce genre de prédiction. Merci. Une question de Ski Reg. En fait, je suis très heureux que vous ayez parlé de pilote automatique Ouais. parce que ça me permet de rajouter ma pierre à l'édifice en parlant de défaut de mode network et de ma prochaine question. Je vais faire le lien entre les deux, c'est que j'ai l'impression que l'abstraction, c'est quelque chose de multimodal, dans le sens où c'est quelque chose qui relie plusieurs... C'est-à-dire que les états mentaux, je vais essayer de ne pas être ésotérique, mais les états mentaux sont caractérisés en termes de connectivité, c'est-à-dire en termes de communication entre différentes régions sensorielles du cerveau, entre différentes régions, etc. Et c'est là où c'est intéressant que vous parliez de pilote automatique parce que en tant que tel, c'est le cerveau au repos quand il n'y a pas de valeur prédictive importante dans l'environnement, etc. Il est dans un état de base où il peut faire beaucoup de choses. Et c'est le fait que différentes régions soient liées en tant que telles. Et ma question est la suivante, c'est que est-ce qu'il y a des algorithmes architectes qui jouent le rôle de fonctions exécutives cérébrales qui font le pont entre tel algorithme de reconnaissance visuelle, tel algorithme de NLP, etc. Et comment est-ce que là aussi, c'est des réseaux de neurones qui s'appliquent à ce genre d'algorithme ou c'est des algorithmes où l'être humain prend plus le devant avec plus de contraintes? Tout est possible, mais dans les réseaux de neurones, oui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce qu'on appelle l'apprentissage multimodal. Et c'est un peu comme ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un réseau de neurones qui prend du visuel en entrée, un autre qui prend de l'auditif en entrée. Et là, ils ont chacun leur représentation. Puis dans le cerveau, on voit ça. Donc, tu as le cortex visuel, tu as le cortex auditif, tu as des représentations visuelles, des représentations auditives. Puis là, à un moment donné, tu as un autre réseau au-dessus qui prend les deux représentations et puis qui fait quelque chose avec, qui capte la distribution jointe, en fait, entre les différentes modalités et qui peut aussi générer dans l'autre sens. Donc, si on prend, mettons, le concept chat, je pense chat, je peux avoir une image qui vient ou je peux avoir le miaou qui vient. D'accord? Et on peut faire ça avec des architectures pas très compliquées. Ça fait longtemps qu'on sait faire ça. Il n'y a rien de très, très fancy. Par contre, là où je pense il y a beaucoup plus à faire, c'est si on creuse un peu plus, c'est relié à la discussion sur la conscience, si on creuse un peu plus le genre de représentation abstraite, comme justement au niveau de chat, chien et des trucs comme ça qu'on verbalise, au niveau de ces représentations abstraites qu'on sait que les humains manipulent, il y a des structures, il y a des régularités, il y a des choses qu'on sait en sciences cognitives et en neurosciences. Et on peut incorporer ça dans les architectures de réseaux de neurones. Mais ça, c'est la recherche en cours. Par exemple, les réseaux de neurones classiques, ils opèrent sur des vecteurs de taille fixe.
Mais si tu penses, par exemple, à ta mémoire à court terme, c'est plus comme une structure de données comme un graphe, puis tu peux manipuler des graphes dans ta tête. Tu peux manipuler des structures de données relativement complexes qui sont mal représentées ou des ensembles. Tu sais, j'ai vu un paquet d'images, puis je suis capable d'opérer là-dessus dans mon esprit. On sort du domaine des opérations sur des vecteurs réels. Et là, ben justement, il y a pas mal de nouveaux algorithmes qui sont basés sur les mécanismes d'attention dont je vais parler dans la dernière session. Mécanismes d'attention qui sont inspirés des mécanismes d'attention dans le cerveau, mais qu'on a mis dans les réseaux de neurones et qui nous permettent d'opérer sur des structures de données quelconques, sur des ensembles, des sets, des graphes, des listes, évidemment. En fait, de commencer à s'approcher du genre de fonctionnement, de traitement de l'information consciente qui, je pense, donnerait des avantages aussi de généralisation. Magnifique. Mon intuition à moi, en 2 mots, c'est qu'on sous-estime la corporalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui est très relié à la conscience, c'est les limitations spatiales de notre corps et à quel point cette espèce de dualité entre l'abstraction et ce qu'il y a de très physique et animal dans notre corps. Oui, ben, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu dis qu'on sous-estime la corporalité, notre corps. OK, oui. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de chercheurs qui sont conscients de ça. Ils appellent ça le embodiment. OK. Je pense que c'est le mot que tu veux en anglais. Et non, en fait, je pense qu'il y en a qui croient à ça comme si c'était un mantra magique qui allait les sauver, là, selon moi. Mais oui, il y a quelque chose du fait d'être je dirais plutôt dans l'interactivité entre l'agent et son environnement, avec le corps qui est à la fois des intrants et des actions qui change la nature même de ce que c'est l'apprentissage, etc., et ce que c'est les représentations et tout. Donc, toute cette corporalité-là, il y a des aspects de ça, je pense, qui sont pas magiques du tout et qui ont un sens mathématique là, qui donne des bonnes raisons de croire que c'est important. Merci pour ta question. Merci. Bon, il est déjà 2h29. Je crois qu'on va se dire au revoir pour le moment. Merci beaucoup, professeur Bengio, pour le deuxième exposé. C'est extrêmement intéressant et ça fait du bien, surtout, c'est quand même un événement organisé par le Centre de recherche mathématique. C'est bien de voir l'implication et le rôle que jouent les mathématiques. Et peut-être que j'aurai quelques questions demain si, bon, je ne vais pas prendre la place des étudiants, c'est eux qui devraient avoir préséance sur les périodes de questions, mais j'aimerais éventuellement avoir, disons, certaines petites motivations, parce qu'il y en a plein qui se posent des questions, à quoi ça sert les maths et tout, et je crois que là, on a un exemple assez fondamental des applications des mathématiques présentement et le rôle que ça peut jouer, puis les grandes questions que le langage mathématique les grandes questions que ça pourrait résoudre. Donc, peut-être avoir un petit moment à la fin des questions demain. Avec plaisir. L'intelligence artificielle est en train de se déployer dans la société et ce n'est que le début. Ça va transformer l'économie, ça va avoir des impacts sociaux positifs et négatifs si on ne fait pas attention. Donc, il y a beaucoup d'aspects mathématiques là-dedans. Il y en a beaucoup qu'on ne comprend pas et qui vont peut-être prendre des décennies avant d'élucider. Donc, je pense que les mathématiciens ont vraiment un rôle important à jouer. En fait, ont déjà joué un rôle, mais peut-être encore plus dans le futur. Très bien. Donc, bon, à continuer. Ça marche. Bon, mais très bien. Donc, merci beaucoup et on se revoit demain pour votre dernier exposé à 10h30. OK, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.